sommes le 21 novembre 2017 et c'est un jour historique puisque c'est aujourd'hui que l'UNIEF, donc l'Union nationale des écrivains de France, rend publique la lettre ouverte au président de la République. Donc c'est l'appel au président de la République, protecteur de l'Académie française, pour qu'il engage la reconnaissance du français comme la langue commune de l'Europe. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle extrémité, pourrais-je dire? Parce que c'est la suite de tout un ensemble d'interventions depuis 4 ans pour provoquer la prise de conscience du fait qu'il y a un véritable plan de mise à mort de la langue française. Et l'événement historique, c'est que l'Académie française, dans sa déclaration du 26 octobre, a enfin reconnu, à l'occasion de la fameuse écriture dite inclusive, en fait exclusive, qu'il y avait péril mortel pour la langue. Donc ça, c'est une rupture épistémologique. Nous passons des difficultés, des problèmes, des dangers. L'Académie en avait recensé 3. Premier danger, c'était l'école, mauvais enseignement. Deuxièmement, c'était l'anglicisation. Et troisièmement, la désaffection des élites, disait-elle, pour la langue française. Mais maintenant, c'est autre chose. Ce n'est plus un danger. C'est un péril mortel, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'Académie a fait une déclaration d'état d'urgence. Donc ça, c'est le point très important. Et donc, pour rester dans l'idée classique des 3 unités, le temps, le lieu et l'action, le moment est un moment crucial. C'est ce qu'on appelle un point d'accumulation pour la situation stratégique de la langue française. Pourquoi? Il y a le Brexit. Le Brexit, c'est l'Angleterre qui se retire, c'est le Royaume-Uni qui se retire de la construction européenne. Ensuite, il y a eu les élections américaines. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce sont les États-Unis qui s'éloignent d'une certaine manière également de la construction européenne. Il y a eu les élections françaises avec ce tremblement de terre de l'élection du président Macron. Il y a eu le discours du président Macron à la Sorbonne sur l'Europe. Et je vous rappelle le titre capital de ce discours du 26 septembre 2017, pour une Europe souveraine, unie et démocratique. Les mots comptent. Ensuite, nous avons l'Allemagne qui est en berne. L'Allemagne qui a un certain nombre de difficultés. Et nous venons d'apprendre hier, enfin, que l'agence du médicament donc, revenait de Londres vers l'Europe, en quelque sorte, et puis il y a l'autorité bancaire qui revient justement à Paris. Donc nous avons un rééquilibrage, une recomposition géopolitique et qui intéresse, nous allons le voir, au premier chef, la langue française. Enfin, aujourd'hui même, le Premier ministre a annoncé qu'il interdisait, disons dans les textes officiels, l'usage de cette fameuse écriture féministe, si je peux dire. Bon, mais c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un gouvernement qui prend des dispositions, même s'il les limite à l'usage des documents officiels, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faille en arriver là. Bon, et j'ajouterai que si l'Académie française a pris sa déclaration d'état d'urgence au motif qu'il y a un péril mortel, c'est à la suite de tout un ensemble d'observations que j'ai relatées dans ma lettre de candidature, la dernière lettre de candidature, qui remontent, qui ont été formalisées par Mme Cause depuis son élection en 1999. Je ne citerai que la première déclaration du 6 avril 2000, établissant qu'il semble, mais maintenant c'est plus il semble, nous sommes passés de l'il semble à l'état de fait, que le français et ses exercices d'apprentissage soient devenus les ennemis à détruire. Et donc l'Académie a acté tout un ensemble de dangers, il y a également la question des genres, pour en arriver à cet état d'urgence, à ce péril mortel. Ensuite, ça c'était pour le temps. Le lieu, c'est l'Europe. C'est-à-dire que l'unité de lieu, c'est que cette question de l'usage du français comme langue commune de l'Europe, évidemment, le lieu, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est concernée et le monde aussi, nous le verrons. Troisième chose, l'action.
Donc c'est vraiment le moment, la fenêtre de tir, pourrait-on dire, le moment pour le président Macron et pour la France de faire du français la langue commune de l'Europe. Et donc c'est l'objet de cette lettre. Alors je voudrais juste dire une petite chose en préalable, c'est que l'anglais a un statut tout à fait exorbitant. J'entendais même dire tout à l'heure que les Français ont un complexe vis-à-vis de l'anglais, et nous sommes soumis à une véritable agression, un harcèlement de l'anglais. C'est-à-dire que, je citerai quand même son nom, Darty, maintenant un Black Friday, vous avez à tout moment les mots anglais qui déferlent, si vous voulez, et même Versailles a été utilisé pour finalement des expositions dans lesquelles la langue anglaise est utilisée. Donc c'est un véritable harcèlement, il n'y a quasiment plus que de la musique anglo-saxonne, c'est la langue obligée. Bon, alors effectivement, nous pouvons considérer que la décision, d'une certaine manière, les décisions qui sont prises marquent un coup d'arrêt. Et puis je citerai quand même une phrase intéressante de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau n'est pas n'importe qui, puisque vous savez, c'est le père La Victoire. C'est lui qu'on appelait l'English d'ailleurs, parce qu'il est relativement lié finalement au fait que la langue française n'est plus la seule langue internationale à la suite du traité de Versailles. Mais il y avait cette formule qu'il faut retenir pour ramener l'anglais à ce qu'il est. Je rappelle que l'anglais a 2/3 de mots qui viennent du français, alors qu'en français, il n'y a que 4% qui viennent de l'anglais. Et Georges Clemenceau disait, l'anglais, ce n'est jamais que du français mal prononcé. Voilà. Et donc ça, c'est une formule à bien retenir sur la situation de la langue anglaise. Et je dirais simplement, pour comparer la capacité, avant d'introduire cette lettre, cette demande, c'est qu'il n'existe pas d'anglais de référence. Quand on dit parler l'anglais, il faudrait dire lequel. Il y a d'innombrables anglais de référence. Selon les lieux, l'Angleterre, alors que le français a cette cohérence. La grammaire, il n'y a pas vraiment de grammaire basée sur une logique formelle, mais simplement sur un usage. Vous avez pas de loi générale régissant la correspondance entre l'écriture et la prononciation. D'ailleurs, l'anglais se reconnaît par la prononciation. C'est le cockney accent ou d'autres choses de ce genre. Bon, les noms n'ont pas de genre. Et quant au verbe, par exemple, en français, si vous dites en anglais « I saw her », il y a 3 traductions en français. Je la vis, je l'ai vue et je la voyais. Donc c'est simplement pour remettre les choses à la place sur les capacités de la langue anglaise par rapport aux capacités de la langue française. Bon. Alors, maintenant, comment rapporter, disons, cette demande au président de la République, au président Macron, pour qu'il fasse de la langue française la langue commune de l'Europe, non pas par un fait du prince, non pas par fierté nationale ou autre chose, mais parce que c'est une nécessité pour l'Europe elle-même. Et bien entendu pour la France, mais ce n'est pas le sujet. Bon. Alors, il y avait un usage, autrefois l'Académie française, dans la première académie c'est celle qui s'est réunie de 1672, lorsque Louis XIV est devenu protecteur de l'Académie jusqu'en 1793, à la dissolution, à la Révolution, et c'était de haranguer le prince. Et effectivement, à une époque de communication, la harangue devrait être, la tradition de la harangue devrait être établie. Pourquoi? Parce que ça oblige à faire finalement des discours, ça oblige à structurer, ça oblige à finalement interpeller l'autorité politique pour qu'elle mette en place ce qui est nécessaire. Et donc il n'y a plus de harangue maintenant. D'ailleurs, les plaidoiries dans les tribunaux ont relativement disparu. C'est-à-dire cet art du discours qui est à la base, cette éloquence, et qui était un des objectifs de l'Académie qu'elle n'a pas rempli, est perdu. Donc c'est une manière de rappeler en tout cas, la lecture que je vais vous faire cette lettre, de rappeler cette grande tradition de harangue qui était celle de l'Académie française et qui lui manque. J'ajouterai juste avant de commencer cet appel au président de la République en citant la déclaration de Mme Caradan-Cause du 5 décembre 2013 qui était en quelque sorte une harangue puisque c'était un appel solennel qu'elle lançait au président de la République, qui était à l'époque le président Hollande, pour qu'il fasse de l'année qui vient l'année de la reconquête de la langue française. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le président, finalement, Hollande, n'a pas répondu. Donc nous espérons que dans cette nouvelle harangue, en quelque sorte, cet appel au président de la République pour qu'il déclare la langue française, enfin qu'il fasse reconnaître la langue française comme langue commune de l'Europe, aura la réponse qui lui convient. Bon. Alors,
Donc voici cet appel au président protecteur de l'Académie. Parce que, effectivement, n'oublions jamais que le président de la République est le protecteur de l'Académie française, et donc de la langue française, en tant que successeur de Louis XIV. Donc là, nous rentrons dans le cadre de l'obligation inhérente à un poste. Donc, Monsieur le Président, la renaissance ou la mort de la langue française, comment allez-vous relever le suprême défi du cri d'alarme que l'Académie française vient de lancer au monde dans sa déclaration du 26 octobre 2017, alléguant que la langue française se trouve désormais en péril de mort, en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd'hui redevable devant les générations futures. Monsieur le Président, à l'heure de tous les périls, c'est vers vous que se tournent aujourd'hui tous ceux qui, de votre discours d'Orléans à votre intronisation à Versailles, figure emblématique de toutes les gloires de la France, ont vu en vous le restaurateur de sa grandeur. Celui qui s'engageait à redonner leur fierté aux Français, celui qui en appelait à combler le vide de verticalité, à rebâtir la France et à relever le défi historique du futur. Depuis trop longtemps, leur avez-vous dit, en effet, dans votre grand entretien du 31 août 2017 au Point, nous nous sommes résignés à une vie démocratique sans sel. Nous sommes en train de payer le prix de cette bêtise collective qui consiste à croire en la fin de l'histoire, alors qu'elle nous revient en plein visage. Pour l'affronter, nous devons renouer avec l'héroïsme politique propre au monde républicain, retrouver le sens du récit historique. Notre pays ne propose en effet plus de héros. Le défi de la politique aujourd'hui, c'est donc aussi de réinvestir un imaginaire de conquête. En réponse à la question « De quelle manière comptez-vous insuffler ce nouvel état d'esprit ?», vous avez conclu. Nous devons redevenir un pays fier. Il faut expliquer qu'il y a des héros en France, des génies et des gens qui s'engagent au quotidien. Pour redevenir un pays fier selon vos vœux, Monsieur le Président, c'est donc dans le chef de l'État protecteur de l'Académie française depuis le règne de Louis XIV que les Français mettent aujourd'hui tous leurs espoirs. Non seulement pour sauver la langue française en péril de mort, mais plus encore pour répondre à l'appel solennel à la reconquête de la langue française que l'Académie avait lancé au président Hollande le 5 décembre 2013, et par-dessus tout pour obtenir la reconnaissance du français comme la langue commune de l'Europe. Au titre de la maîtrise de sa souveraineté linguistique, de sa puissance politique et de son rayonnement culturel, de sa compétitivité et de sa vocation historique de lingua franca, comme langue internationale de la diplomatie et de l'universalité. Monsieur le Président, cette reconnaissance de la langue française comme langue commune naturelle de l'Europe s'impose désormais au regard de la position historique de lingua franca qu'elle n'a cessé d'y occuper depuis le XIIIe siècle. Position inscrite dans la dénomination d'Europe française depuis Louis XIV, ayant fait du français la langue diplomatique incontestée, et position ayant fait d'elle la langue commune naturelle de l'Europe, formalisée dans la rédaction du traité de Paris du 18 avril 1951, assurant sa suprématie jusqu'à l'hégémonie anglaise d'après 1995. Cette prédestination historique fait de cette reconnaissance le couronnement d'évidence à apporter à votre discours de la Sorbonne pour une Europe souveraine, unie, démocratique du 26 septembre 2017, ayant omis de conclure qu'une Europe souveraine ne saurait être véritablement souveraine si elle ne dispose pas d'une langue commune de prestige incontesté. Une langue qui soit à la fois européenne et souveraine, qui ne saurait donc être l'anglais et qui ne peut être que le français pour affirmer sa singularité, sa culture et son unité à la face du monde, en particulier vis-à-vis du marché anglo-saxon.
Le Brexit a sauvé l'âme de l'Europe. Car, Monsieur le Président, les faits parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas l'Europe qui a traité le Royaume-Uni en corps étranger, c'est le Royaume-Uni qui s'est reconnu étranger à l'Europe en se retranchant du corps politique souverain de l'Europe par le Brexit. Le Royaume-Uni a rendu manifeste l'incompatibilité substantielle de l'élément anglo-saxon avec le projet européen, comme l'avait prévu le général de Gaulle. Dès lors, l'anglais n'est plus une langue européenne, et sa colonisation hégémonique, comme langue commune de l'Europe au détriment du français, doit cesser de facto et de jure. Sa poursuite ne pourrait apparaître que comme une haute trahison de la souveraineté européenne à laquelle vous en appelez, et qui d'évidence a besoin d'avoir sa propre langue de gouvernance géopolitique. Pour parler au monde en son nom, pour faire respecter la singularité de son génie propre dans toute la richesse de sa diversité comme de son universalité, et pour traiter d'égal à égal avec les grands ensembles continentaux. Le poids de la souveraineté européenne fera de la lingua franca européenne la langue de référence mondiale alternative ayant vocation à supplanter l'hégémonie anglo-saxonne mondiale, tant au service du prestige politique de l'Europe, de sa puissance économique et de son rayonnement culturel, que d'un monde désormais plus ouvert à la diversité. Enfin, cette reconnaissance de la langue française comme langue commune de l'Europe fera ipso facto cesser un scandale, celui de la langue anglaise déclarée lingua franca par l'ONU. Mais, Monsieur le Président, au-delà du retour à l'ordre naturel des choses, il y a tout à attendre de la restauration du français dans sa vocation de porte-parole de la civilisation européenne, en termes de valeurs décuplées, politiques, économiques et culturelles. Premièrement, rayonnement linguistique et culturel. Après l'anglais, le français est la langue la plus parlée en Europe à 11%. Contrairement à l'anglais qui n'est pas un outil de communication internationale fiable, le français possède les 3 caractères du latin ayant permis à l'Empire romain d'exercer un gouvernement international durable, économique, politique et spirituel sur des peuples les plus divers, en constituant une langue qui soit à la fois universelle, immuable et non vulgaire. C'est cette complétude et cette immuabilité inscrite sur le sceau de l'Académie française à l'immortalité qui en fait l'étalon linguistique idéal. Prise comme langue pivot de référence systématique au sein des services de traduction des institutions européennes, il ne faudrait plus que 48 filières de traduction au lieu de 600 avec 25 pays membres. Le génie de l'anglais est aux antipodes de celui de l'Europe. Le Brexit libère le génie européen de sa cage et le rend à sa vocation mondiale. Quant au futur rayonnement diplomatique et culturel de l'Europe, tenant compte du fait que la France est la première puissance culturelle au monde, comme l'avait affirmé Kennedy, il en sera décuplé. C'est de ce prestige culturel immense de la France, première destination touristique au monde, que l'Europe, premier marché au monde, rendu à son génie culturel, a désormais le plus pressant besoin pour préserver sa compétitivité, légitimer sa souveraineté et fonder sa propre politique distincte de celle de l'axe anglo-saxon. Deuxièmement, compétitivité économique. La corrélation entre l'influence culturelle, la langue et le flux commercial induit est décisive. L'imprégnation massive des jeunes Européens en langue anglaise, musique, médias, soft power, les détourne du marché européen. L'adoption du français comme langue commune, en rapatriant le centre de gravité culturelle de l'Europe de l'étranger vers l'intérieur de ses frontières, il fera revenir les flux commerciaux au profit de sa balance commerciale. L'Organisation internationale de la francophonie a calculé que l'adoption d'une langue commune stimulera les flux commerciaux d'environ 33%. Il libérera en effet les coûts à l'exportation, permettant aux entreprises de pénétrer plus facilement un nouveau marché à l'exportation et de maintenir des flux existants.
En vérité, l'exemple anglo-saxon montre que le pouvoir multiplicateur de l'adoption d'une langue commune est infiniment supérieur. Il porte tous les fruits résultant de l'unité. Enfin, il suffit de comparer les 510 millions d'habitants du marché européen aux 320 millions du marché américain pour voir le poids en résultant, faisant de la langue commune de l'Europe celle de la première puissance marchande du monde. Troisièmement, pouvoir politique. Comme l'illustre l'histoire de France, la langue commune, la langue du roi devenue langue de la République, respectueuse des langues nationales et du latin, fut l'axe vertical de l'unité de la France. Après le Brexit français, après le Brexit, le français apparaît aussitôt comme l'axe vertical de l'unité culturelle et politique de l'Europe. Il est en effet la langue unique de délibération à la Cour de justice de l'Union européenne. Il est la deuxième et seule langue européenne de l'OTAN. Il est la langue du seul membre permanent du Conseil de sécurité qui soit européen. Il est la prestigieuse langue diplomatique par excellence, la langue de la clarté, de la précision et de la haute intelligence. Véritable latin des modernes, il est l'outil de gouvernance démocratique qui manquait pour renouer avec le génie européen, varié à l'infini, mais dont l'esprit est le même. Le seul propre affaire de l'Europe, actuel nain politique, la première puissance politique au monde. Cette première puissance au monde, culturelle, économique et politique, Monsieur le Président, c'est la vôtre. C'est celle de votre discours de la Sorbonne pour une Europe souveraine, unie, démocratique, auquel il ne manquerait pour aboutir que le couronnement de la reconnaissance du français comme langue commune de l'Europe, comme langue de gouvernance constitutive de cet axe vertical de l'unité de l'Europe qui est la condition sine qua non de la souveraineté européenne que vous appelez de vos voeux. Cet axe vertical de l'unité de l'Europe, c'est à vous qu'il appartient maintenant de l'instaurer, Monsieur le Président. Vous, en qui les Français ont mis tous les espoirs pour 1. Sauver la langue française en péril de mort, 2. Répondre à l'appel solennel que l'Académie française a lancé le 5 décembre 2013 à la reconquête de la langue française, 3. Faire obtenir la reconnaissance du français comme la langue commune de l'Europe. L'avenir de la France est inséparable de la gloire de notre langue, a déclaré Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française dans son appel à la reconquête de la langue française. Désormais, c'est la gloire de l'Europe qui est inséparable de l'avenir de la langue française. Nous devons renouer avec l'héroïsme politique. Nous devons redevenir un pays fier, sauf vos encouragements. Relever le défi, le suprême défi, du péril mortel que l'Académie française a lancé le 26 octobre 2017 à la Nation, en la déclarant dès aujourd'hui redevable devant les générations futures, s'adresse donc en premier lieu à son protecteur, le chef de l'État que vous êtes. Sauf à renoncer à vous-même et à votre grand projet européen, comment pourriez-vous ne pas répondre à son appel au secours du français devant l'histoire? La Renaissance ou la mort? Il n'y a pas de troisième voie. C'est donc au nom de cette adresse de l'Académie française à son protecteur valant déclaration d'état d'urgence, au nom de l'espoir que tous les amoureux de la langue française ont placé en vous pour retrouver leur fierté, au nom même de votre projet d'une Europe souveraine, unie et démocratique, que nous vous adressons cet appel solennel pour inverser la spirale de mise à mort du français en faisant la langue commune de l'Europe comme condition sine qua non de sa réussite. Au nom de l'héroïsme politique qu'exige assurément la reconnaissance de la langue française en péril de mort et sa reconnaissance comme figure emblématique de la première puissance au monde, dans l'attente d'une rencontre que vous pourriez nous accorder, veuillez donc agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Donc tel est l'appel solennel que l'UNIEF envoie au président protecteur de l'Académie française. Alors, c'est cet appel, en ce moment crucial pour l'Europe, pour l'avenir de la France, et je dirais même pour l'avenir du monde, puisque le général de Gaulle avait dit « l'épée est l'axe du monde »,
Mais en fait, c'est le verbe, l'héroïsme du verbe, qui est l'axe du monde. Bon. Et la langue française, c'est le chef-d'œuvre de l'humanité, c'est la seule langue qui est héritée de l'universalité du latin. Or, puisque nous sommes à cette époque de communication, il est bien entendu que pour communiquer, il faut le meilleur outil, puisque je vous dis que l'anglais n'est pas une langue fiable de communication internationale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les connaisseurs de la langue anglaise, puisqu'on pourrait dire qu'il y a autant d'anglais que de variétés de groupements anglais. Tandis que l'Académie française, qui justement par sa majesté représente finalement cette immortalité de la langue, effectivement, la langue de prestige qui convient à l'Europe comme figure emblématique. Donc on peut même dire que la langue française est le creuset résultant de toute l'élaboration de la pensée depuis les Grecs. Et je vous rappelle qu'en anglais, tous les mots abstraits viennent du latin ou du grec via la langue française. Alors, le président Macron a dit qu'il fallait un nouvel état d'esprit. Et que cette nouvel état d'esprit doit résulter de l'héroïsme. L'héroïsme. Et donc, maintenant, c'est aux Français de soutenir cet appel. J'ai bien entendu au président Macron de transformer l'essai, si je peux dire. Puisque là, il a une ouverture pour l'Europe extraordinaire. Il a une chance inouïe à saisir. Et incontestable, parce qu'effectivement, la langue française a véritablement été cette langue de l'Europe, mais je dirais respectueuse d'une part des nations, je pense à Catherine de Russie, je pense au roi de Prusse, et en même temps respectueuse en France, je dirais, des langues des nations françaises qui étaient le Bretagne, le breton, qui était le provençal. Donc c'est pas une langue comme l'angle, le tout anglais, une langue d'oppression qui remplace tout. C'est une langue qui, dans la hiérarchie, est à sa place et permet cette communication. Donc maintenant, dans cet esprit d'héroïsme, le nouvel état d'esprit d'héroïsme auquel le président Macron appelle, bon, le Brexit a sauvé l'âme de l'Europe, il appartient aux Français et au président Macron de la faire revivre, c'est le moment de montrer que son héroïsme est le nôtre politique, et pour le président d'en tirer les conséquences. Et je dirais, vaincre ou mourir, c'est maintenant ou jamais pour la langue française et pour l'avenir de la France qui dépend de la gloire de la langue française, tandis que la gloire de l'Europe dépend maintenant de la langue française. Pourquoi cette gloire? Parce qu'un nain, si vous voulez, politique, qui est en fait un géant culturel et un géant économique, évidemment c'est une honte. Donc l'héroïsme, c'est de remettre l'intelligence en France au sommet, de remettre la langue française à sa place en Europe. Je vous remercie.